Bonjour, alors on va voir un exercice qui s'appelle le plongeur et qui est un exemple assez complet de mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Donc au départ, on te donne les conditions initiales, donc la vitesse initiale, l'angle initial, la hauteur du plongeoir où se trouve le plongeur, l'intensité de la pesanteur, donc 9,8 mètres secondes moins 2. Ce que je te conseille, donc déjà, c'est de bien lire, les questions. Donc là, c'est assez classique, on demande de déterminer les coordonnées du vecteur accélération, les équations horaires de la vitesse, les équations horaires du mouvement et ensuite, il y a quelques petites questions pour voir si tu sais exploiter, ces équations horaires. Donc 1re chose à faire, on va voir un petit point méthode ensemble. Donc déjà, il faut bien faire un schéma et préciser le cadre de l'étude, c'est-à-dire le référentiel et le système. Puis ensuite, bilan des forces, énoncé de la 2e loi de Newton, énoncé avec une phrase et puis en donnant aussi l'expression vectorielle. Ensuite, de cette loi de Newton, on sort l'expression du vecteur accélération et de ses coordonnées. Et on va remonter au vecteur vitesse à ses coordonnées, puis au vecteur position et à ses coordonnées. Et ensuite, on ne fera qu'exploiter les équations horaires, c'est-à-dire les équations qui nous donnent la position horizontale et la position verticale en fonction du temps. Donc ça, c'est les équations horaires du vecteur position qu'on appelle aussi les équations horaires du mouvement. Donc au début, on reprend juste l'énoncé, on met une petite phrase d'introduction, on étudie le centre de gravité du plongeur dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Le repère d'étude, les conditions initiales. Donc on va supposer au départ qu'on se trouve à la hauteur de 6 mètres, que la vitesse initiale est donc donnée dans l'énoncé avec un angle et que ça nous permet de calculer la composante horizontale de la vitesse, c'est-à-dire sa coordonnée horizontale et sa coordonnée verticale à l'instant initial. Il faut toujours faire un petit schéma où on représente le vecteur champ de pesanteur, on prend un point G quelconque, on représente le vecteur poids qui va s'appliquer en chute libre, ça va être la seule force. Et on représente aussi la vitesse initiale avec l'angle que fait ce vecteur vitesse initiale avec l'horizontale. On énonce la loi de Newton qui nous dit que dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures est égale au produit de la masse du système par le vecteur accélération de son centre de gravité et on l'écrit de manière vectorielle. Un petit bilan donc des forces va nous montrer rapidement que seul le poids est à considérer, ce qui veut dire qu'on peut écrire dès le départ que P égale M fois A, que tu as ici. Et comme le poids s'exprime vectoriellement par M fois G, on va pouvoir simplifier par M, la masse du plongeur, qui est non nulle. Donc on arrive à quelque chose qui est assez perturbant, on va dire, c'est que le vecteur accélération ne dépend pas de la masse du plongeur, et qu'en fait c'est un vecteur qui est constant. Donc on parle d'un mouvement qui est uniformément accéléré. Le vecteur accélération va s'identifier au vecteur champ de pesanteur. D'où le fait que les coordonnées du vecteur accélération soient les coordonnées du vecteur champ de pesanteur, donc 0 et moins g si on a pris un axe vertical orienté vers le haut. Et ensuite, on va pouvoir passer au vecteur vitesse en disant simplement que le vecteur accélération, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Les coordonnées du vecteur accélération, on vient de les calculer, 0 et moins g, ce sont les dérivées par rapport au temps des coordonnées du vecteur vitesse. Ce qui veut dire qu'on a une relation entre la dérivée de la vitesse horizontale et la dérivée de la vitesse verticale par rapport au temps et ces fameuses coordonnées, donc 0 et moins g. Connaissant la dérivée, on va pouvoir trouver la fonction. Donc une fonction constante a une dérivée qui est nulle. Une fonction affine a une dérivée qui est une constante. Donc on va trouver ces fameuses relations Vx de t, Vy de t, qui sont les équations horaires de la vitesse, mais à des constantes C1 et C2 près qu'il nous faut déterminer. Donc pour ça, on utilise le fait que cette relation donnant la vitesse verticale et la vitesse horizontale est vraie pour tout instant t, et notamment pour l'instant t égale 0. Donc connaissant les valeurs de Vx0 et Vy0, V0 cos alpha et V0 sinus alpha,
Et en injectant t égale 0 dans les équations qu'on vient de trouver, donc pour t égale 0, on va avoir Vx de 0, c'est C1 et Vy0 est égal à C2. On va pouvoir, en identifiant chacun des termes, s'apercevoir qu'il faut que C1 soit égal à V0 cos alpha et C2 soit égal à V0 sinus alpha pour que tout fonctionne bien. D'où finalement les équations horaires de la vitesse qu'on a ici. Donc ça c'est intéressant puisque ça nous montre que la vitesse horizontale est une constante. Ce qui veut dire qu'au départ, le plongeur avait une vitesse horizontale et ensuite qu'il l'a gardée en fonction du temps. Ça montre qu'il n'y a pas de force qui agit horizontalement. On dit que le mouvement est uniforme horizontalement puisque la vitesse horizontale est constante. Par contre, verticalement, on voit que la vitesse dépend verticalement du temps. Donc c'est une fonction affine du temps puisqu'il y a une force verticale qui agit et qui va modifier la vitesse verticale. Le mouvement est uniformément accéléré sur l'axe vertical et donc on a un coefficient directeur là qui vaut moins g, qui s'identifie à l'accélération de la pesanteur. Voilà pour cette partie. Alors, ensuite au petit 4, on te demandait les équations horaires du mouvement, c'est-à-dire la position horizontale et la position verticale en fonction du temps. Donc on reproduit exactement le même raisonnement. Les coordonnées du vecteur vitesse sont les dérivées par rapport au temps des coordonnées du vecteur position et on vient de trouver les coordonnées du vecteur vitesse. Donc on peut dire que la dérivée de la position horizontale par rapport au temps c'est V0 cos alpha, la dérivée de la position verticale par rapport au temps moins gt plus V0 sinus alpha. D'où le fait que x de t soit une fonction affine du temps et y de t une fonction parabolique, c'est-à-dire en fait un polynôme du deuxième degré. Ils sont définis tous deux à une constante près, C3 ou C4. On reproduit exactement le même raisonnement puisqu'on connaît la condition initiale sur la position horizontale et la position verticale, à t égale 0. Et ça permet de trouver que C3 est égal à 0 et que C4 vaut 6 mètres de haut. Donc on réinjecte ces valeurs C3 et C4 dans les équations horaires du mouvement et on obtient donc ceci. Alors, ça peut nous permettre de trouver par exemple le sommet de la trajectoire. Alors, donc comment on trouve le sommet de la trajectoire? Une des façons consiste à dire que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire et qu'au sommet, il va être horizontal. Donc s'il est horizontal, il a une composante que sur l'horizontale et sa composante verticale est nulle. D'où le fait qu'on ait cette condition, donc Vy de Tf qui soit égal à 0. Et donc on va réinjecter ça dans les équations horaires de la vitesse verticale. Et donc ça va nous permettre de trouver Tf qui est égal à V0 sinus alpha sur G. Après le reste c'est du calcul, on arrondit à 2 chiffres significatifs puisque toutes les données sont données à 2 chiffres. Les coordonnées du point F. Une fois qu'on a TF, elles vont pouvoir être trouvées en réinjectant la valeur de TF dans les équations horaires de la position horizontale et de la position verticale. Donc on a notre expression littérale et on va appliquer pour TF est égal à V0 sinus alpha sur G. Et on va trouver comme ça la position verticale 6,4 mètres, la position horizontale 1 mètre. Il faut bien sûr vérifier que la position verticale qu'on trouve est supérieure aux 6 mètres du départ puisque le plongeur a quand même sauté en l'air. Voilà ce qui est fait, donc là c'est convenable, c'est cohérent. Ensuite, on peut déterminer la vitesse du plongeur au sommet, qui est uniquement sa vitesse horizontale, c'est-à-dire V0x, c'est-à-dire V0 fois cos alpha. On trouve 3,4 mètres par seconde, donc cette vitesse horizontale va être conservée tout au long du mouvement. Une question classique maintenant, c'est de trouver l'équation de la trajectoire et de montrer que c'est une parabole, c'est-à-dire qu'il faut trouver un polynôme du deuxième degré. Donc pour ça, on va éliminer le paramètre temps en combinant les équations horaires du mouvement, x de t et y de t. Donc on a x de t égale v0 cos alpha t. Et donc pour avoir t, je divise x de t par v0 cos alpha, on l'a ici. Une fois que j'ai t qui s'exprime en fonction de x, je vais pouvoir réinjecter cette valeur de t dans l'équation paramétrique qui me donnait y de t. Donc y de t, c'était moins demi de g fois t carré plus v0 sinus alpha t plus 6. Donc on va remplacer t carré par x sur v0 cos alpha au carré et t par x sur v0 cos alpha.
On obtient alors un polynôme du deuxième degré avec son x carré et son x qui se trouve ici. Donc ça, c'est caractéristique du fait qu'on a un mouvement qui est parabolique, puisque la trajectoire, qui est la courbe donnant la position verticale y en fonction de la position horizontale, est un polynôme du second degré. Alors, ce polynôme permet de trouver l'endroit où le plongeur touche l'eau. Donc, d'après notre repère, c'est forcément l'endroit où y égale 0. Donc, on doit résoudre le fait que 0 soit égal à moins 0,41x carré plus 0,84x plus 6, qui est un polynôme du deuxième degré. Cette équation du second degré admet deux solutions, une positive, une négative. Une positive qu'on doit éliminer en physique, qui correspondrait au cas où le plongeur aurait sauté de l'autre côté du plongeoir. Et une position donc positive, 4,9 mètres, qui va être retenue, qui est donc la position où le plongeur rentre dans l'eau. Donc c'est l'abscisse du point H de rentrée dans l'eau. L'ordonnée du point H étant bien sûr y égale 0. Ensuite, pour trouver la vitesse du plongeur, donc si on veut juste la valeur de la vitesse du plongeur au moment où il rentre dans l'eau, l'idéal c'est d'utiliser la conservation de l'énergie mécanique qui relie chaque fois la vitesse et la position d'un objet. On utilise la conservation de l'énergie mécanique parce qu'on néglige les frottements. Donc entre le point O, puisqu'on connaît tout du point O, on connaît la vitesse initiale et on connaît la position initiale. Et le point H, puisqu'on connaît la position du point H maintenant et qu'on cherche la vitesse. C'est notre seul inconnu. Donc on écrit que l'énergie mécanique en O est la même chose que l'énergie mécanique en H, et donc que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle en O est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle en H. Il faut définir l'origine des énergies potentielles, qui est prise comme la surface de l'eau. Et on peut alors écrire 1 demi de mv0 carré plus mgy0 égale 1 demi de mvh carré plus 0, puisque l'énergie potentielle au niveau de la surface de l'eau est nulle. On peut simplifier par la masse. On retrouve ici que la vitesse d'entrée dans l'eau ne va pas dépendre de la masse. Le mouvement tout entier est indépendant de la masse. Et on peut tout multiplier par 2. On se retrouve alors avec V0 carré plus 2GY0 égale VH carré. Et si on veut VH, il va falloir prendre la racine carrée de V0 carré plus 2GY0. Le reste étant juste du calcul. On vérifie que la vitesse d'entrée dans l'eau est très supérieure à V0, ce qui est normal puisque toute l'énergie a été convertie sous forme d'énergie cinétique. Pour ce qui est de l'angle, là, c'est vraiment important de faire un petit schéma où on représente V0x, qui est la vitesse qu'on a déjà calculée, la vitesse horizontale qui est constante tout au long du mouvement, qui est la vitesse horizontale au niveau de la vitesse de la flèche, mais c'est aussi la vitesse horizontale au point H. Donc V0x, la vitesse d'entrée dans l'eau, qui est tangente à la trajectoire, et donc le fameux angle β avec l'horizontale qu'on trouve ici. Donc là, on peut écrire que cosinus β est égal à V0x sur VH, donc il faut penser à utiliser des relations de trigonométrie. V0x, on l'a déjà calculé 3,4 mètres par seconde, et VH, on l'a trouvé à la question précédente, 12 mètres par seconde. Donc on trouve un cosinus qui vaut 0,28 et qui correspond à un angle β de 73 degrés qu'on trouve en faisant arc cosinus sur la calculatrice en s'assurant bien sûr qu'on est bien en degrés. Voilà, donc ça en est fini pour cet exercice. J'espère que cette correction t'a aidé et je te conseille de bien refaire toutes les étapes parce que c'est vraiment un exercice complet qui peut t'aider à bien réviser les épreuves du bac. Voilà, bonne soirée.